Macron veut à tout prix éviter le fiasco pour les élections européennes et il va donc au secours de la candidate macroniste. Vu que celle-ci, bon, elle est pas très passionnante quand elle fait des discours, hein. Et la surprise, hier, on a vu une vidéo qui est apparue sur le média digital et indépendant qui s'appelle Le Crayon. Et donc là, on peut se dire qu'une vidéo de 22 minutes à l'Elysée qui interviewe le président de la République en pleine campagne électorale, forcément, ça va faire un buzz de fou ce truc-là. Et ben vous savez quoi? Pas du tout, mais alors pas du tout. Pour vous dire, notre quotidienne d'hier, qui n'a pas du tout marché par rapport aux autres, elle a fait 14 000 vues en 14 heures. L'interview du président a donc floppé, mais d'une force incroyable. D'ailleurs, si vous partagez à fond cette vidéo, eh ben c'est possible que celle-ci fasse plus de vues que l'interview du président, ce qui serait quand même assez rigolo. Et donc, pourquoi ça a bidé? Eh ben pour comprendre, il faut regarder les commentaires. Sadouf, par exemple, nous dit simplement qu'il a rarement vu une interview aussi chiante. Il y a un autre commentaire qui analyse finement la vidéo en commentant « interview très nulle ». Et David met le doigt, lui, sur un truc important, on dirait que Macron a écrit les questions qu'il voulait qu'on lui pose. Et comme on dit maintenant, ça a l'air d'être du poulet cette interview, hein. Et vous l'aurez compris, dans cette vidéo un petit peu spéciale d'Actu Réfractaire, on va faire un react de cette interview d'Emmanuel Macron. Enfin, interview est un grand mot, vous allez voir. Et pour les habitués d'Actu Réfractaire, sachez que cet épisode-là va être un peu plus engagé, avec un discours plus tranché que d'habitude sur Actu Réfractaire. Juste dites-vous que c'est une petite vidéo du canard. Et évidemment, demain, on retourne au quotidien. Allez, c'est parti. Et c'est simple en fait. C'est que ne pas aller voter, c'est laisser les autres choisir pour vous. C'est pas compliqué. Et moi, à titre personnel, j'ai pas envie que d'autres choisissent pour moi. Je veux que ma voix porte. Ah ouais, donc aller voter aux élections européennes, c'est ne pas laisser d'autres choisir à notre place. Alors déjà, on va poser les bases, hein. On élit des gens. Donc en fait, on délègue à d'autres les élus qui choisissent à notre place quoi qu'il arrive. Et surtout, quand on regarde notre histoire récente, on se rend compte qu'on a bougé un nombre incalculable de fois justement pour pas laisser les autres décider pour nous. Genre les gilets jaunes avec la revendication du RIC, on était dans la rue justement pour une démocratie, pour qu'on puisse décider nous-mêmes. Quand on manifestait contre la réforme retraite, on ne voulait pas qu'un gouvernement contre le Parlement impose sa réforme en 49.3. Et face au massacre en Palestine, on ne veut pas laisser Macron soutenir l'État israélien dans son massacre, pas en notre nom. À chaque fois, on s'opposait à ceux qui décident pour nous, et à chaque fois, la Macronie nous a envoyé ses flics, ses procureurs et ses médias pour venir nous combattre. Donc en fait, on a tous fait l'expérience récemment que la Macronie est autoritaire. Donc ces discours-là, aujourd'hui, ça ne marche plus du tout. Nous dire à nous qu'il faut se la fermer et juste aller voter pour un Parlement européen qui n'a quasiment aucun pouvoir, c'est justement nous reléguer à un rôle de vache qui regarde le train passer quand nous, on est prêts à se battre pour une vraie démocratie. Bon, après, il parle de guerre et écoutez bien les petits détails. Mais surtout, si on est logique, et je sais que les jeunes sont engagés, moi je fais pas partie de ceux qui pensent que les jeunes se moquent, ne s'intéressent pas à la politique, à la vie de la cité. Mais le paradoxe, c'est qu'ils sont de plus en plus engagés sur des causes, le climat, ça peut être l'Europe, la guerre, la situation au Proche-Orient ou en Ukraine. Oui, il dit le Proche-Orient. Il dit pas Palestine, il dit Proche-Orient. C'est pas un hasard, hein, parce que même dans son discours, il refuse de reconnaître la Palestine. Mais ils se désintéressent de la politique, qui est une vision complète, si je puis dire, de la société. Et donc, c'est vrai qu'avec des partis politiques, on peut être d'accord sur telle ou telle chose, pas d'accord sur d'autres. Le monde parfait n'existe pas. Moi, j'ai fondé un parti politique il y a 8 ans maintenant, parce que justement, je ne me retrouvais pas dans l'offre politique. Donc, chacun aussi peut participer à la vie politique. Moi, je faisais pas de politique avant. J'en ai fait pour porter mes idées, et elles m'ont amené jusqu'ici. Oh, dit comme ça, c'est mignon, on dirait un discours d'un entrepreneur, tu sais, genre, j'ai créé mon entreprise, je suis devenu millionnaire, tout le monde pourrait faire pareil. Sauf que le gars est le fils d'un médecin proche de Bernard Arnault, il est devenu millionnaire chez Rothschild avant d'intégrer le gouvernement du Parti Socialiste, devenir ministre de l'économie, puis il a détourné l'argent du ministère pour lancer son parti, qui a été financé par tous les riches de la planète pour une candidature propulsée par les médias de milliardaires. Ce gars-là, il est pas tombé du ciel par son travail ou je ne sais quoi. Ce type-là, il a été créé par tout ce système-là et il veut nous faire croire qu'on est pareil que lui? Ben non, pas du tout. Ce gars-là, il est devenu président parce qu'il a convaincu la bourgeoisie qu'il représentait mieux que les autres leurs intérêts. C'est tout. Et c'est d'ailleurs un investissement qui a payé puisque tous ceux qui l'ont soutenu ont vu leur profit exploser sous son mandat. En réalité, il y a une classe dominante qui se maintient au pouvoir grâce à des charlots comme Emmanuel Macron qui font croire à des gens qu'avec lui, ben ça va changer alors que non, il protège en permanence les mêmes intérêts de la classe qui l'a fait élire. Donc le clivage, c'est si oui ou non on s'oppose à cette classe qui possède les entreprises, les banques, les médias et l'État. C'est ça le clivage. Après, t'as Le Crayon, le média indépendant et neutre là, qui décide de mettre carrément des passages entiers d'un discours d'Emmanuel Macron, parce que, quitte à faire de la propagande, autant y aller à fond, quoi. Hein. Et là, le grand rédac-chef du Crayon envoie une question très très puissante. Écoutez bien. Vous avez été assez virulent envers la Russie, notamment sur le conflit Russie-Ukraine. Moi, quand j'ai écouté ce discours, à titre personnel, je me sentais inquiet en se disant, est-ce qu'il va y avoir
potentiellement une guerre entre la Russie, l'Europe. Est-ce que aujourd'hui, en tant que jeune, on a grandi dans une époque de paix? Est-ce que c'est possible de construire un destin commun et d'avoir une vision pour la jeune génération si on a peur qu'il y ait une guerre potentielle? Voilà, de l'émotion. Voilà. Il dit que en gros les jeunes ne comprennent rien, ils voient la guerre, ils ont peur et donc ils demandent à papa Macron de les rassurer. Voilà. Il n'y a aucune analyse géopolitique là-dedans. Il laisse la porte ouverte à Emmanuel Macron pour balancer tous ces foutus éléments de langage et c'est ce qu'il va faire d'ailleurs, hein, puisqu'il va dire que évidemment qu'il y a la guerre, que c'est réel, que la Russie, l'Iran et la Corée du Nord sont méchants, mais que grâce à lui et grâce à l'Europe, il a pu protéger la France de tous ces guerriers machin et qu'il faut voter pour lui aux européennes. Et en plus, le gars, il reprend quasiment, mais mot pour mot, la propagande de l'État israélien, quoi, osant dire que la déstabilisation et le risque de guerre vient plus de l'Iran que d'un petit État du Moyen-Orient nommé Israël qui est en train de massacrer les Palestiniens. Alors évidemment, ça, il n'en parlera absolument pas dans cette interview. Et en vrai, le pire, c'est pas de penser, par exemple, que l'État russe représente un plus grand danger pour l'Europe que l'État israélien. Je veux dire, ça se défend comme position, mais le problème avec son discours, c'est juste de nier ce qui se passe en Palestine et les déstabilisations qu'entraîne la guerre menée par l'armée israélienne. Il en parle pas, donc il nous pipote en fait. Puis regardez ce qu'il dit à 6 minutes là. En tout cas, je pense qu'on ne peut pas se cacher l'évolution du monde. C'est que le monde est beaucoup plus violent et il le sera pour votre génération. Plus violent, vraiment. On a oublié la guerre du Vietnam, les menaces nucléaires entre les USA et l'URSS. On a oublié la guerre en Libye, la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, la guerre en Syrie. On a oublié les génocides au Congo. Ça fait long qu'il y a des conflits et des violences entre les grandes puissances impérialistes. Le truc qui change, c'est que contrairement à ces dernières années, c'est pas que l'armée états-unienne qui les mène ces guerres et que là tu as l'armée russe et probablement bientôt l'armée iranienne qui seront capables ou qui sont capables de lancer des conflits et surtout de les tenir. Donc le vrai truc, c'est qu'il y a des changements de puissance militaire et économique à l'international qui soudent de nouvelles alliances et poussent à de nouvelles guerres. Et c'est ça qu'il faut expliquer. Mais lui, évidemment, il explique rien. Il dit juste qu'avant, il n'y avait pas de guerre et que maintenant, il y a des guerres, du coup, il faut une nouvelle politique. Alors que c'est pas ça, en fait. De toute façon, ça, c'est la constante d'Emmanuel Macron dans tous ses discours. Il n'explique jamais rien. Il n'est pas du tout pédagogique. Il fait que pipoter en permanence. Donc, déjà, dire ça, c'est faux. Et après, il rajoute un autre truc. Mais surtout, sur le plan géopolitique, il y a un retour en quelque sorte de la loi du plus fort. Et la loi du plus fort, encore une fois, c'était déjà le cas avant. En Irak, en Afghanistan, en Libye et aujourd'hui en Palestine, c'est la loi du plus fort qui l'a emporté et qui l'emporte toujours. Mais quand c'est leurs alliances militaires qui imposent les guerres, là ils parlent de droit international, de lutte contre le terrorisme, de droit de se défendre. Mais quand c'est les concurrents qui font pareil, et ben là tout d'un coup ça devient la loi du plus fort. Tiens, c'est bizarre, hein. Parler différemment d'un même phénomène en fonction des alliances militaires, ça ressemble quand même vachement à de la propagande, non? Puis il faut arrêter de raconter des conneries, la guerre ça rapporte aussi, il y a plein de gens qui ont intérêt à cette guerre-là. Genre notamment les industriels de l'armement. Et qui sont les deuxièmes plus grands exportateurs d'armes? Eh ben incroyable, ce sont les entreprises françaises. Les entreprises françaises qu'Emmanuel Macron représente à l'international et avec qui il signe de gros contrats. La guerre avantage les puissants, c'est pour ça que les puissants promuent, déclenchent et perpétuent les guerres. Et regardez ce qu'il ose dire après ça. L'agression de la Russie contre l'Ukraine qui décide d'envahir, de passer les frontières, alors que c'était un pays membre du Conseil de sécurité qui était à la table avec nous. Moi, je faisais des réunions encore il y a quelques années avec Vladimir Poutine. L'Iran qui envoie des bombes en Israël, Pakistan. Genre vraiment, son exemple, c'est l'Iran, quoi. L'Iran qui envoie des drones et des bombes en Israël. Sauf que quand tu connais à minima les choses, quand tu regardes Actu Réfractaire, par exemple, tu sais qu'en réalité, l'Iran a prévenu en avance de toutes les frappes qu'ils allaient faire. Et sur les 300 bombardements, t'en as pas un qui a touché une cible. Ah si, il y a eu un nid de poule dans une base militaire israélienne, c'est tout, littéralement. Alors que l'armée israélienne a détruit la bande de Gaza avec des bombardements massifs depuis 8 mois, condamnant 2 millions de Gazaouis au deuil et à la famine parce qu'ils bloquent l'aide humanitaire. Sans parler des assassinats d'humanitaires, de journalistes, de soignants et leurs camps de torture. Donc à un moment donné, il faut arrêter de faire croire que si Macron ne parle pas d'une chose, elle n'existe pas. On est au courant de tout ce qui se passe. On est au courant de ce qui se passe en Palestine, à Gaza, et on comprend à peu près comment tout ça fonctionne, d'accord? C'est là où tu vois que le gars, il est dans un discours politique, dans un discours électoral, et pas du tout dans une analyse géopolitique. Et un politique qui ne sait pas faire d'analyse géopolitique, à quoi ça sert? Ça sert à représenter les intérêts des bourges parce qu'il peut balancer n'importe quel discours et satisfaire les intérêts des grandes entreprises. Oui, ok, d'accord, ça sert à ça. Puis en plus, il est malhonnête, quoi. Même avec des gens, enfin, il est malhonnête. Regardez à 10 minutes ce qu'il dit. Si les extrêmes droites montrent, toutes ces protections tombent. Et derrière, la PAC, ils ont voté contre. Donc la politique agricole commune. À aucun moment vous ne parlez de la PAC.
qui permet à nos agriculteurs de vivre, c'est entre 20 000 et 40 000 euros en moyenne par exploitation. Je comprends, vous avez voté contre la PAC. Pas du tout. Je l'ai voté, monsieur. Vous avez voté contre le budget. Donc vous voyez, il faut se représenter ce qu'aurait été l'Europe des dernières années. Ouais, parce que vu que ça suffisait pas déjà d'avoir Emmanuel Macron en monologue, ils ont rajouté Gabriel Attal pour bien qu'on comprenne que c'est une émission de macronistes. Bref, Macron dit qu'avec le Rassemblement national, il n'y aura pas eu de PAC parce qu'ils sont contre. Alors que en réalité, le Front National a voté pour la PAC. Mais ils sont un peu contre cette PAC-là, d'accord? Ils critiquent cette PAC-là. Ce qui fait que même avec le Rassemblement National, ils auraient voté ce truc-là et les gros agris auraient touché leurs grosses subventions et leur rente européenne. Et même si, supposons qu'il y a un autre parti politique qui soit réellement contre la PAC, et par exemple contre l'Union européenne, mais il faut se rappeler que d'un point de vue comptable, l'État français donne plus d'argent qu'il n'en reçoit de l'Union européenne. Donc il y aurait moyen de rediriger le pognon de la PAC directement en finançant les agriculteurs. Donc en fait, être contre la PAC, c'est pas forcément dire laisser crever les agriculteurs. On peut même très facilement faire un discours où on dit le contraire, ou que c'est la PAC qui favorise que les gros et qui tue les petits paysans. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de rentrer en détail dans c'est quoi la vision agricole du Front National, eux ce qu'ils disent c'est juste un mensonge sur le Rassemblement National, sur des positions qu'ils n'ont pas. Parce qu'ils se foutent de nous, en fait. Ils se foutent de nous, tout simplement. Vraiment, il va dans un média de jeunes pour nous prendre pour des cons, quoi. C'est ça qu'il fait, là. Je veux dire, comme si on n'allait pas remarquer que son argumentaire est des bidons et qu'il y avait un grand trou dans sa raquette, quoi. Et puis, regardez, encore une fois, j'insiste un petit peu, mais regardez le paillasson qui sert de journaliste du Crayon, là. Écoutez bien. Tous ces défis-là, si l'extrême droite gagne en Europe, on ne peut pas les relever. Comment justement mobiliser les gens? Justement, vous dites réveillez-vous. Moi, je pense que si aujourd'hui on est dans le régime actuel tel qu'on est, les gens peut-être comprennent pas suffisamment l'enjeu des élections européennes, c'est-à-dire le d'aller but de voter. la démocratie, moi je le crois. Donc là, il pose pas de questions du tout, hein. Il aide juste Emmanuel Macron à dérouler son développement. Vraiment, les médias de serpillière là qui jouent les indépendants et le renouveau alors qu'ils proposent exactement la même chose que les autres connards de la télévision. Enfin, on vous voit les gars, c'est cramé maintenant, on sait qui vous êtes, hein. Et en plus, à la fin, ils en sont fiers. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas pour nous, c'était une première d'interroger le président de la République. On est très fiers de l'avoir fait sur un média digital comme le nôtre. Et ça fait plaisir surtout de voir que les médias digitaux ont autant d'importance aujourd'hui que les médias traditionnels, et donc surtout pour l'avenir des médias, ça fait très plaisir de constater ça. C'est fou comment des médias de Bourges, faits par des Bourges dans des quartiers de Bourges, finissent par servir la soupe à Emmanuel Macron avec un regard transi, quoi. Qui l'eût cru? Vraiment, qui l'eût cru? Grande surprise. Vive les médias indépendants, neutres et partisans qui finissent par devenir les acteurs de la propagande comme les autres. Et ça, il faut noter dans un petit carnet le nom de tous les médias qui, à un moment donné, quand ils ont eu un petit peu de notoriété, se sont couchés comme les autres au service des puissants. Aujourd'hui, Macron n'a pas fait la démonstration qu'il fallait voter pour lui, par contre, le média, ils ont fait la démonstration qu'il fallait peut-être se désabonner de leur chaîne. Et en vrai, là, je vous ai fait assez court le truc. Il y a plein d'autres trucs que dit Macron, mais c'est ennuyant. C'est vraiment ennuyant. C'est même pas énervant, c'est ennuyant. Le gars dit rien, n'a rien à proposer ou répète ce qu'il a déjà dit depuis des années et des années. Bref, c'était ça, l'interview d'Emmanuel Macron au Crayon. Une pénible tentative de mobiliser son électorat pour éviter la déculottée aux européennes. Et encore demain, il passe au JT de 20h pour une interview qu'on va se taper cette fois sur la chaîne du Canard Réfractaire. Bref, j'espère que cette actu réfractaire un peu plus engagée vous a plu. Et vous inquiétez pas, on revient demain sur le format habituel. On va parler des dernières informations nationales et internationales de façon critique et plus posée. Bon, de toute façon, on va pas faire comme si genre actu réfractaire c'était pas le Canard Réfractaire dans un autre truc. Enfin voilà, quand même. D'ailleurs, si ça vous plaît ce genre de contenu, n'hésitez pas à nous soutenir. Il y a encore quelques jours pour notre cagnotte, il reste quelques milliers d'euros pour qu'on puisse gagner notre indépendance pendant encore une année de plus. Avec vos dons, vous renforcez notre média et avec ce média-là, promis, on va pas chercher le flop en acceptant de jouer les faux journalistes pour l'État. D'ailleurs, nous, contrairement aux médias, le média le font pas. C'est bizarre, hein. Faut vraiment se méfier de tous les médias qui font pas ce genre de trucs, c'est-à-dire quasiment tous. Nous, on met en description la trésorerie du Canard Réfractaire avec tout l'argent qu'on dépense, tout l'argent qu'on reçoit et avec le relevé de compte bancaire. Donc là, disons-le, le Crayon, votre interview, elle est louche. On aimerait bien avoir un regard sur vos financements. Qui vous paye et combien vous vous payez? Ça, c'est une vraie question qu'il faut qu'on se pose. Et pour être sûr, publiez votre trésorerie, publiez vos relevés de compte bancaire. Parce qu'on peut faire des erreurs, tu vois, dans une vie de média. Mais si vous le faites pas, là, on saura vraiment en quoi vous tenir. Allez, on se retrouve demain à 18h. Nina vous présentera votre prochaine actu réfractaire. Sur ce, des bisous et partagez. Si ça fait plus de vues que l'interview de Macron, mais vraiment le plaisir, quoi.